Imaginez une famille attablée pour le dîner. 4 personnes, dans un silence presque parfait. Leurs visages sont juste illuminés par la lueur bleutée de leurs écrans respectifs. Une scène très très familière aujourd'hui. En effet, ils communiquent peut-être avec des milliers de personnes à cet instant précis, mais en fait, ils sont entièrement déconnectés de ceux qui respirent juste à côté d'eux. Absolument, la fameuse présence absente. C'est ça. Bienvenue dans The Debate, l'espace où les idées se confrontent pour mieux décrypter les mutations de notre monde. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un paradoxe vertigineux, une véritable bascule sociologique, à savoir la révolution numérique et son impact sur nos interactions humaines. Et c'est un sujet qui nous touche tous. D'un côté, on bénéficie d'une connexion mondiale sans précédent, mais de l'autre, on frôle un risque palpable de déshumanisation. Exactement. Et en tant qu'étudiant en sociologie, on va essayer de décortiquer ça. Pour encadrer notre réflexion, je défendrai l'idée que le numérique reste un formidable vecteur d'émancipation, un outil qui abolit les frontières physiques pour créer de nouvelles solidarités. Et je vous ferai face, bien sûr, en soutenant que cette hyperconnexion est fondamentalement illusoire, qu'elle génère une superficialité qui menace notre santé mentale et réduit nos relations à de la simple matière exploitable par des algorithmes. Le ton est donné. Mais avant de disséquer ces mécanismes, un petit mot pour notre auditoire. Si vous utilisez notre analyse pour perfectionner votre français, disons au niveau B2 ou C1, n'hésitez pas, demandez-nous le PDF de l'épisode dans les commentaires et nous allons vous l'envoyer. C'est un excellent outil pour réviser, oui. Et profitez-en pour nous dire dans les commentaires quelles sont les difficultés rencontrées lors de l'apprentissage du français. On sait que c'est pas toujours facile, hein. On lit tous vos retours. Alors pour ouvrir le débat, je suis convaincue qu'il faut regarder l'évolution de nos structures sociales. Nous vivons dans des sociétés hyper individualistes, le village, le quartier, tout ça s'est effrité. Oui, le tissu social traditionnel a complètement changé. Voilà. Et le numérique vient combler ce vide de manière spectaculaire. Prenez des applications comme WhatsApp ou Zoom. Ça ne fait pas que pallier la distance, ça démocratise la connexion humaine. La géographie n'est plus une fatalité, c'est une réinvention de la proximité en fait. Je concède tout à fait que la géographie n'est plus une prison. C'est un progrès technique indéniable. Mais il faut séparer la prouesse technique de la réalité sociologique. C'est-à-dire. Vous parlez de proximité, mais je dirais qu'il s'agit plutôt d'une disponibilité perpétuelle, ce qui est très différent. La véritable connexion nécessite de la vulnérabilité, du langage non verbal, bref, une friction humaine. Mais on a ça à travers l'écran en partie, non? Pas vraiment. Prenons les relations interpersonnelles, avec Tinder par exemple. Ce qu'on y observe, c'est pas de la proximité, c'est la quantification brutale du capital social. Ah, vous voulez dire le système des likes et des matchs. Exactement. On impose une simplification extrême des dynamiques humaines pour les faire entrer dans des bases de données. L'amitié ou la séduction, qui reposaient sur la sérendipité, le hasard d'une rencontre, sont transformés en indicateurs de performance. C'est vrai qu'on a tendance à, disons, consommer des profils. Oui, on expurge l'empathie. Les micro-expressions, le ton de la voix, tout est gommé au profit d'une image figée. Le résultat, une asymétrie d'informations massive. On se croit connecté parce qu'on a vu la photo de vacances d'un ami, mais on ignore totalement son état émotionnel réel. C'est un point fascinant sur la perte du signal émotionnel. D'ailleurs, je lance la question à nos auditeurs. Pensez-vous que vos relations en ligne manquent de nuances émotionnelles? Répondez-nous dans les commentaires. J'ai hâte de lire ça. Mais regardons comment cela se traduit dans la famille, car c'est crucial pour les parents qui nous écoutent. Si on prend du recul, le numérique fonctionne souvent comme un pont transcontinental. Un pont. Oui, pour des parents expatriés, ce pont maintient un fil narratif. Le partage d'une vidéo des premiers pas d'un enfant avec des grands-parents à 10 000 km, c'est une richesse émotionnelle inédite. Et c'est une belle image, je l'admets. Mais elle masque une réalité beaucoup plus sombre au sein même des foyers. Faisons redescendre cette analyse au niveau du salon familial. D'accord, allons-y. Ce fameux pont vers l'extérieur a tendance à dynamiter la proximité immédiate. Revenons à votre image d'introduction avec ce dîner. Le parent est physiquement à table, mais son esprit est aspiré par l'anxiété d'un courrier professionnel. Oui, la présence physique ne garantit plus la disponibilité cognitive. Absolument. Vous fragmentez l'attention et, ce faisant, vous détruisez la qualité du lien filial. Ces moments de socialisation primaire sont cruciaux pour développer l'empathie chez l'enfant. Je dois admettre que cette fragmentation est le grand défi de notre époque. L'impact sur le rituel familial
et cliniquement observable. Auditeurs, dites-nous, avez-vous l'impression que vos relations souffrent de cette présence absente? C'est une question vitale pour les parents préoccupés par le temps d'écran. Tout à fait. Mais si on suit votre raisonnement, on arrive à une question de causalité. Si le foyer devient un espace où l'attention des adultes est captée ailleurs, comment réagit l'adolescent? Il va chercher sa validation à l'extérieur fatalement. Exactement. Et c'est là que je trouve votre vision un peu trop pessimiste. Mettons-nous à la place des jeunes. Pour un ado marginalisé, dans son environnement physique, disons, avec une identité minoritaire dans une petite ville, les espaces numériques sont des bouées de sauvetage. Des bouées de sauvetage? C'est vite dit. Bah oui, les forums en ligne lui permettent de trouver des tribus d'affinité. Le numérique lui offre une validation par les pairs qui le sauve littéralement de l'isolement de son lycée. Ce n'est pas une illusion pour lui. Je ne nie pas l'existence de ces niches salvatrices, mais soyons clairs, elles représentent l'exception plutôt que la règle. En tant qu'étudiant en sociologie, si on analyse les données épidémiologiques sur la santé mentale des jeunes, la corrélation avec l'adoption des smartphones est accablante. Vous parlez de la hausse de l'anxiété. Oui, et de la dépression. Vous parlez de validation, mais comment s'opère-t-elle? À travers le prisme de vie idéalisée, ultra filtrée. L'algorithme met en avant des standards inatteignables. C'est le mécanisme du fameux FOMO. Le fear of missing out. Expliquez-nous un peu comment ça agit sur le cerveau d'un ado, en fait. Bien sûr. Pour un adolescent, l'appartenance au groupe est une question de survie biologique. Les études neurologiques montrent que l'ostracisme social active exactement les mêmes régions du cerveau que la douleur physique. Donc c'est une véritable souffrance neurologique. Exactement. Le numérique exploite cette vulnérabilité en instaurant une pression de disponibilité 24 heures sur 24. Si le jeune se déconnecte, il a l'impression physique de se mettre en danger de mort sociale. Je vois. Le regard de l'autre devient permanent. Les anticorps culturels. Des anticorps culturels, c'est-à-dire? Face à cette angoisse de performance, il y a une prise de conscience générationnelle. Beaucoup de parents et de jeunes instaurent des digital detox. On crée des zones sans téléphone à la maison, où on revient au dumb phone, ces téléphones sans Internet. La société apprend, par essai et erreur, à briser cette boucle toxique. D'ailleurs, c'est le moment idéal pour m'adresser à vous, chers auditeurs. Si vous trouvez ce contenu utile, que ce soit pour votre réflexion ou votre français, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Oui, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Merci et dites-nous en commentaire, avez-vous déjà instauré une zone de déconnexion chez vous? Ça nous intéresse énormément. Ces initiatives de déconnexion, elles sont louables, bien sûr, mais elles relèvent d'un combat profondément asymétrique, pour ne pas dire naïf. Naïf. Pourquoi? Dire à un adolescent de juste faire un effort pour se déconnecter, c'est ignorer totalement l'ingénierie invisible derrière nos écrans. Vos anticorps culturels se battent contre des super prédateurs technologiques. Vous faites référence à la structure même des plateformes sociales, j'imagine. Les algorithmes? Exactement. Il faut parler de la captologie. C'est l'étude scientifique de la persuasion par les ordinateurs. Autrement dit, de la psychologie comportementale militarisée à des fins commerciales. Le mot est fort, mais c'est l'économie de l'attention? C'est le capitalisme de surveillance de Nionlet. Les ingénieurs ne conçoivent pas des outils pour rapprocher les gens. Ils conçoivent des systèmes où la matière première, c'est notre attention humaine. Oui, pour vendre du temps de cerveau disponible aux annonceurs. Voilà. Avez-vous remarqué comment le fil d'actualité est infini? Comment les notifications utilisent le rouge, la couleur du danger dans la nature? C'est le principe de la récompense aléatoire. Comme au casino, en fait. C'est exactement le mécanisme neurologique des machines à sous. L'algorithme est un gérant de casino qui modifie les salles en temps réel pour que vous ne trouviez jamais la sortie. L'interaction sociale n'est qu'un appât pour la collecte de nos données personnelles. Je saisis l'analogie du casino et il est indéniable que l'économie de l'attention pose d'immenses défis éthiques, surtout sur le profilage de nos vulnérabilités. Mais je dois m'inscrire en faux contre cette vision dystopique. Ah bon? Qu'y a-t-il de positif dans cette surveillance? Regardez le contrepoids sociologique. Le bénéfice de ces plateformes, c'est la démocratisation radicale de la prise de parole. L'effondrement des médias ultra centralisés permet à des minorités de s'organiser. Oui, mais à quel prix pour leurs données personnelles? Justement, la réponse à l'exploitation par les algorithmes, ce n'est pas de jeter nos téléphones. C'est ce qu'on appelle la littératie algorithmique. Et concrètement, vous définissez ça comment? C'est l'éducation à la mécanique de la machine. Plutôt que de dire l'écran est mauvais, il faut enseigner aux jeunes comment fonctionne le modèle prédictif. S'ils comprennent que le contenu polarisant est poussé juste pour générer des revenus publicitaires, l'illusion se brise. Vous pensez vraiment qu'un cours d'éducation civique va suffire? Si l'utilisateur comprend les biais des systèmes,
Il passe du statut de produit à celui d'acteur critique. C'est ça qui transformera ces plateformes en simples outils. Sans oublier les outils légaux comme le RGPD en Europe, qui instaure le droit à l'oubli, le contrôle du consentement. Je suis désolé, mais je ne peux absolument pas souscrire à cet optimisme pédagogique. L'idée de la littératie algorithmique se heurte au mur du réel. C'est le paradoxe de l'obsolescence éducative. Qu'est-ce que vous entendez par là? L'évolution technique est si fulgurante que le programme scolaire devient obsolète avant même d'être imprimé. Pire, l'opacité des algorithmes d'apprentissage profond est telle que même leurs créateurs ne comprennent plus comment la machine trie les relations sociales. C'est vrai que la boîte noire de l'IA complique les choses. Complètement. Comment voulez-vous qu'un prof apprenne à un gamin de 14 ans à déjouer un système qui modélise ses failles avec des milliards de données à la milliseconde? C'est une fiction. Et quant au RGPD? Vous n'allez pas dire que le RGPD est inutile. En théorie, c'est magnifique. En pratique, face au lobbying des géants du net, ça se transforme en une fatigue du clic. Le citoyen accepte tous les cookies par pur épuisement. L'algorithme façonne nos choix bien plus puissamment que n'importe quelle éducation. C'est un point de vue très tranché. D'ailleurs, auditeurs, vous sentez-vous en contrôle de vos données personnelles face à ces plateformes? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de préciser si le vocabulaire de la tech en français vous pose des difficultés. Oui, les termes techniques sont parfois des faux amis en français. Tout à fait. Bon, il est temps pour nous de synthétiser nos perspectives. Si je devais résumer ma position, je dirais que malgré des dérives économiques indéniables, la révolution numérique reste un outil sociologique surpuissant. Il abolit les frontières et soutient ceux qui étaient historiquement isolés. Mais pour maîtriser ce potentiel, ça exige une véritable éducation critique. De mon côté, je maintiens un diagnostic beaucoup plus sévère. Cette hyperconnexion masque mal une déshumanisation rampante. Les pressions économiques et les algorithmes constituent une menace structurelle pour l'authenticité de nos relations et notre vie privée. Je comprends. Il me semble toutefois qu'à travers cette confrontation, un terrain d'entente crucial s'est dessiné. En tant qu'étudiants en sociologie, on converge tous les deux vers l'urgence de bâtir une véritable écologie de l'attention. Oui, c'est le terme exact, une écologie de l'attention. On est d'accord sur le fait que l'écran ne pourra jamais, biologiquement et sociologiquement, se substituer à la complexité et la chaleur d'une interaction en face à face. Absolument. L'avenir dépendra des compromis que nous saurons imposer, une régulation institutionnelle stricte et une discipline de déconnexion personnelle. La question n'est plus de savoir si nous utiliserons ces technologies, mais d'avoir la lucidité de décider qui, de nous ou de la machine, dictera la nature de nos prochains liens humains. C'est un défi civilisationnel fascinant. Auditeurs, si cette réflexion vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ce contenu autour de vous. Oui, un grand merci pour votre écoute active. Et je vous rappelle que si vous voulez le PDF de l'épisode, demandez-le nous dans les commentaires et nous allons vous l'envoyer. Continuez aussi à partager vos défis liés à l'apprentissage du français. Merci de nous avoir rejoints pour ce débat. À très bientôt dans d'autres épisodes.